Alors, on est le même jour que le podcast. Je vais essayer d'en enregistrer plein d'avance et essayer de trouver une routine. J'aimerais en publier à peu près 3 par semaine, mettre un objectif de 3 par semaine. Euh, Ça devrait être pas si mal que ça, 3 par semaine, déjà. Donc, je vais les enregistrer. Euh, Alors, on va se faire on va parler un peu de démocratie, sur l'illusion de la démocratie. Et c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le dernier sujet. D'accord? Qu'elle m'a proposé en réalité. Donc, on va aller dessus, voir un peu ce que ça donne. Alors, fais-moi une petite introduction au podcast et présente le sujet. Et voilà. Allez, on est parti. Bienvenue à tous sur Lise Podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question brûlante, un tabou politique soigneusement entretenu. La démocratie est-elle réellement le gouvernement du peuple ou une illusion de liberté masquant une soumission consentie? Nous vivons sous un régime qui se proclame démocratique, où chacun pense avoir un pouvoir, un choix, une voix. Mais derrière le rideau des élections, des institutions et des grands principes, ne sommes-nous pas simplement des rouages d'un système qui nous échappe? Sommes-nous les acteurs de notre destin politique ou les spectateurs d'un théâtre bien rodé? Installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles et surtout abonnez-vous, likez et commentez pour faire vivre le débat. C'est parti! Alors, je vais te demander de prendre le point de vue antagoniste au mien. Et on va essayer d'être dans un débat dialectique d'opposition, en fait. Essayer de trouver une logique à l'opposition à mes idées. Et on va essayer d'avoir un antagonisme à ce niveau-là. Ça peut être intéressant. Je ne pense pas que la démocratie soit une solution dans tous les cas. Je pense que c'est un mirage que l'on tend à la population comme ingénierie sociale, comme on projetait, comme l'Église a projeté le paradis si les gens se tenaient bien. Aujourd'hui, pour acheter une paix sociale, on leur projette une pseudo-démocratie à travers le vote. Euh, mais je pense que premièrement, ce n'est pas le meilleur des systèmes, bien au contraire. Il a son lot de problématiques. Par exemple, la gestion du long terme est une grosse problématique en démocratie. Euh, il y a des avantages aussi. Les choix sont plus raisonnables. Mais le problème, c'est que si l'histoire nous met face à l'obligation de choix drastiques, la démocratie ne les fera jamais. Et par ce tiède, on périra, euh, comme disait le Christ. Donc, je ne vois pas de grands avantages à la démocratie. Je pense plus que c'est un mot pour tout dont personne n'a de sens, mais tout le monde s'en prévaut. Parce que ça mange pas de pain et ça permet de donner une belle image en fait. C'est comme la liberté en fait. Les gens pensent que la liberté c'est l'absence de contrainte, c'est l'absence de contrainte, euh, alors qu'en réalité c'est l'acceptation de la contrainte. Mais bon, passons sur le principe de la liberté, restons sur le principe démocratique. Allez, c'est parti. Ah, Ça va Mr. être bien. Bigot, toujours prompt à jeter la démocratie aux orties comme un vieil oripeau idéologique. Mais voilà, bien un jugement précipité, aveuglé par le cynisme et l'impatience. Tu réduis la démocratie à un simulacre, une promesse creuse, un narcotique social destiné à maintenir les foules dans l'illusion du pouvoir. Pourtant, c'est précisément cette illusion qui fait sa force. Si la démocratie n'est pas parfaite, et qui oserait prétendre le contraire, elle demeure néanmoins le seul système capable d'intégrer l'imprévisibilité humaine dans la gestion du pouvoir. Là où l'autocratie et les régimes forts écrasent la dynamique sociale sous le poids de leur dogmatisme, la démocratie permet, même imparfaitement, une autocorrection. Tu pointes la difficulté de la démocratie à gérer le long terme. Mais quel régime l'a réellement su? Les tyrannies s'effondrent sous le poids de leur propre rigidité. Les empires sombrent dans la corruption et le repli élitiste. La démocratie, elle, repose sur une capacité d'adaptation, un contrôle du pouvoir par la diversité des voix, une mobilité qui permet l'évolution sans révolution brutale. Le vote, certes limité, n'est pas une finalité, mais un levier. Il oblige les élites à composer avec des exigences multiples, évite la confiscation absolue du pouvoir. Ce n'est pas une garantie de sagesse, mais un rempart contre la tyrannie pure. Et l'histoire prouve que même les pires démocraties valent mieux que les meilleures dictatures, car elles laissent toujours une possibilité de bascule.
Tu méprises cette tiédeur démocratique, mais la radicalité politique, elle, mène souvent à des abîmes où ceux qui rêvent de grands changements finissent par marcher sur des charniers. Alors, Mr. Bigot, faut-il vraiment mépriser la modération quand l'extrême mène au gouffre? Je pense que ma radicalité vient en antagonisme à celle de l'époque, en fait. Nous sommes dans une radicalité de progressisme euh, qui vient détruire tout le socle du passé. Je suis dans une radicalité inverse en disant que le socle est une nécessité. Et je ne pense pas que la pire des démocraties soit meilleure que la pire des dictatures soit. C'était quoi que tu as dit? Que la pire des démocraties soit meilleure que la meilleure des dictatures. Je pense que les couronnes de France se sont succédées, ont prouvé qu'ils ont réussi à faire une planification, une organisation, qu'ils ont quand même élevé la France à un niveau euh, d'excellence qui est reconnu dans le monde entier, avec comme pointe de cette épée Napoléon avec son empire. Donc je pense pas du tout que le système démocratique permet une quelconque action des meilleurs. Au contraire. Je pense que la démocratie, c'est Tocqueville qui le disait très bien, c'est quand 9 cons ont raison sur un sage. Et je pense que je suis plus sur un modèle aristocratique où le meilleur gouverne en fait. C'est plus ça ma vision. Aujourd'hui, on a une organisation qui est appelée démocratique, qui est une république représentative, qui, par son système, sélectionne le plus corruptible. Donc ce n'est pas le meilleur des systèmes aujourd'hui. Si c'est ça que tu appelles la démocratie. Si tu appelles la démocratie un système de tirage au sort, euh, je ne dirais pas non. Je demande à voir en fonctionnement ce que ça peut donner. Euh, mais ce qui aujourd'hui est phagocyté comme démocratie, c'est la République représentative de la Ve République. Et le fonctionnement des partis sélectionne le plus corruptible. Celui qui fait la œuvre de contrition la plus forte arrive le plus au pouvoir en réalité. Celui qui renie le mieux son éthique euh, arrivera au pouvoir en réalité. Donc je ne pense pas que effectivement le système représentatif qu'on a aujourd'hui soit un système efficace de quelque manière que ce soit. Mais la sauce. Ah, Mr. Bigot, toujours cette nostalgie de la grandeur passée, ce culte de l'aristocratie éclairée qui aurait façonné la France dans une perfection souveraine. Mais permets-moi de briser l'illusion. Ce que tu appelles excellence n'était souvent que concentration du pouvoir et immobilisme forcé. Certes, des monarques et des empereurs ont su structurer et renforcer l'État, mais à quel prix? L'injustice, l'arbitraire et l'absence de recours pour les masses. Tu glorifies le modèle aristocratique, mais l'aristocratie n'a jamais été une sélection du meilleur, seulement la pérennisation des privilèges d'une caste sur les générations. L'élite ne se recrute pas sur le mérite, mais sur la reproduction des cercles de pouvoir. Napoléon? Un génie militaire, oui, mais dont l'ambition a mené l'Europe à l'hécatombe. Et puis, tu critiques la démocratie représentative en la réduisant à une machine à produire des corrompus. C'est là où tu confonds le système avec ses dérives. Certes, la République a ses failles, mais la démocratie n'est pas un modèle figé, elle peut être repensée, ajustée. Le tirage au sort que tu évoques en est un exemple, une idée démocratique radicale qui pourrait limiter les effets de la professionnalisation politique. Le problème n'est pas la démocratie en soi, mais la nature humaine, la tendance de l'homme au pouvoir à en abuser. Croire qu'un souverain absolu ou une élite éclairée serait immunisé contre cette corruption, c'est une erreur historique majeure. Même un régime aristocratique doit des comptes à quelqu'un, et qui mieux que le peuple pour exiger ses comptes? Alors, Mr. Bigot, qui pour surveiller les surveillants si ce n'est ceux qu'ils gouvernent? Alors, je te réponds à ta question. Que la Constitution soit écrite de manière démocratique, je suis plutôt pour. En réalité, je préfère un système aristocratique. Tu dis que le système aristocratique est un système de conservation des acquis et de transmission des acquis, en gros par la bourgeoisie, si on se met dans une classification marxiste.
C'est vrai, depuis qu'on est rentré dans un système industriel, effectivement. Je suis pas sûr qu'à l'époque aristocratique au sens Aristos, de, en fait, post-Révolution française, quand la bourgeoisie a pris le pouvoir, effectivement, il y a cette vulgarité-là de conserver les acquis. Au sens monarchiste de la chose, c'était une excellence qui a eu des errances, il est vrai, à se croire supérieur, euh, mais c'est pas ça l'essence de l'aristocratie en réalité, c'est le travail et c'est l'excellence par le travail. Ce qui, c'est vrai, historiquement, il y a toujours une classe aristocratique qui va se constituer et qui, elle, par son travail, est véritablement une incarnation de l'excellence. Et il est vrai que, à travers la transmission de cette excellence, il n'y a plus, comment dire, la combativité qu'ont dû faire la première génération. Et donc, il y a une mollesse aristocratique qui va en découler à chaque fois. C'est vrai. Donc, il faut un système stable, dans un certain sens, euh, que tu annonces dans la démocratie. Le problème, c'est que le système économique dans lequel on est, c'est des nations qui doivent faire face au marché. Le marché est commun sur la planète, dû à la mondialisation, et on a des nations qui doivent être un peu comme des navires naviguant sur les eaux du marché. La problématique, c'est que si le navire est aussi mou que le marché, c'est le marché qui prend le leadership en réalité. Donc, il ne faut en aucun cas un système politique malléable. Il faut un système politique rigide, mais bien pensé. Il peut être constitué initialement avec une part démocratique, mais pour naviguer sur les eaux du marché, il faut un navire. Donc, il faut de la rigidité. Il faut du solide qui rentre en opposition au fluide qu'est le marché, l'océan du marché. Donc, je ne pense pas que ce soit un véritable avantage dans une mondialisation où le marché et le néolibéralisme a laissé rentrer le marché dans l'État. Je ne suis pas sûr que l'adaptabilité que la démocratie tend à nous faire croire n'est pas en réalité la meilleure porte d'entrée au marché pour corrompre les États. C'est ma personnalité, c'est ma vision personnelle, pardon, et ça, j'en démontrerai pas par contre. Ah, Mr. Bigot, toujours cette quête d'un cap, d'un gouvernail ferme dans la tempête du marché. Tu défends une aristocratie de l'excellence, une élite méritocratique qui assurerait la stabilité face à la fluidité du marché. L'idée est séduisante, mais elle repose sur un postulat fragile, la capacité de cette élite à rester incorruptible et visionnaire sur le long terme. Tu le dis toi-même, toute aristocratie finit par s'ankyloser, par perdre l'énergie fondatrice qu'il a érigée en élite. À quoi bon ériger un système rigide si inévitablement il devient sclérosé? L'histoire est un cimetière de structures trop rigides, brisées par leur incapacité à s'adapter. Ensuite, tu vois la démocratie comme un cheval de Troie du marché, un système trop mou qui se laisse infiltrer par les logiques économiques. Mais est-ce la faute de la démocratie ou de la collusion entre pouvoirs politiques et financiers qui, elle, n'a rien à voir avec la nature même du régime? Les régimes autoritaires sont souvent bien plus soumis au lobby industriel, car sans contre-pouvoir, la fusion entre élites politiques et financières devient totale et incontrôlable. Et puis, un État rigide est-il réellement capable de naviguer sur l'océan du marché? Un navire trop rigide ne plie pas sous la tempête, il casse. L'histoire récente nous montre que les modèles les plus performants sont hybrides, combinant structure et flexibilité. La Chine en est l'exemple parfait, un autoritarisme rigide allié à une souplesse économique extrême. Mais ce modèle fonctionne-t-il sans sacrifier la liberté? Alors, Mr. Bigot, si la démocratie est un mirage, faut-il pour autant croire à la solidité d'une aristocratie qui, tôt ou tard, deviendra aussi inerte que ce que tu dénonces? On en vient à une problématique que je suis dans mes podcasts depuis le tout début. Le problème, c'est le choix, en fait. Matrix, le film en parle très bien, mais en réalité, c'est ça. C'est, je suis un déterministe, donc je pense que le choix est une mauvaise chose. Le choix, probablement, est une illusion au sens anthropologique, mais le choix en termes civilisationnels ne doit pas être laissé aux individus, d'une certaine manière.
C'est mon côté aristocratique. Je pense que ceux qui sont à la hauteur de la valeur de leur choix euh, font l'effort pour l'être, en fait. Et donc, euh, le choix ne doit pas être une chose mise entre toutes les mains. C'est ce que je pense profondément. Je pense que certaines personnes doivent avoir le choix, mais à travers un antagonisme avec la contrainte et un affrontement avec cette contrainte sociétale et environnementale. Et à ce moment-là, par leur affrontement, euh, ils surpassent les contraintes sociales et ils surpassent les contraintes environnementales. Donc c'est une adaptabilité darwinienne et deux, ils deviennent Aristos par l'affrontement de cette contrainte. C'est comme ça qu'ils deviennent Aristos. Et de trois, il ne faut pas que cette statue Aristos soit Aristote soit transmis aux générations futures. C'est une lutte qui est individuelle et c'est pour ça que je suis contre l'héritage. Je pense que chacun doit faire son propre chemin et il ne doit pas y avoir d'hérédité dans un système social, fiscal, économique. Voilà. Ah, voilà que nous touchons au cœur de ton aristocratie, Mr. Bigot. Tu défends un aristocratisme méritocratique, où l'élite se forge par l'épreuve et l'affrontement aux contraintes, et où l'héritage devient une trahison du mérite. C'est un système radicalement sélectif qui tranche avec l'aristocratie héréditaire classique, mais qui pose une question fondamentale. Qui définit la valeur de cette sélection? Tu rejettes le choix comme illusion, anthropologiquement et civilisationnellement. Mais paradoxalement, ton modèle repose sur une forme de sélection naturelle du choix. Ce sont ceux qui luttent contre l'adversité qui émergent. Mais dans ce cas, ne faudrait-il pas que la société elle-même soit un champ de bataille permanent, où seule l'élite forgée par l'épreuve aurait accès au pouvoir et aux décisions? Un modèle spartiatisé, une société guerrière où la place de chacun se conquiert par l'épreuve. Mais alors, quelle place pour les autres? Ceux qui échouent face à la contrainte deviennent-ils des sujets plutôt que des citoyens? Un tel modèle s'approche dangereusement d'une caste auto-entretenue, où la lutte elle-même devient une justification de domination. Et si la lutte forge l'Aristos, pourquoi ne pas permettre à une démocratie d'organiser elle-même ses épreuves? Enfin, en rejetant l'héritage, tu veux une remise à zéro perpétuelle. Mais n'est-ce pas là une négation de l'héritage civilisationnel lui-même? Les Aristos que tu glorifies ne se construisent-ils pas aussi sur les épaules des géants qui les ont précédés? Alors, Mr. Bigot, si toute élévation est individuelle, comment éviter que ton système ne devienne une arène sans fin, où les vaincus ne peuvent jamais transmettre, et où les gagnants ne construisent rien de durable? C'est très intéressant ce que tu dis. Si on est dans un système méritocratique et que le mérite en revient au travail, et que, à la limite, je t'accorde ce point-là avec grand plaisir, si ce système d'épreuve est donc est constitutionnalisé par un fondement démocratique, moi ça ne me dérange pas. Je pars du principe que le mérite n'est pas tant sur de la connaissance ou sur du savoir ou sur un capital en réalité, mais sur une volonté de puissance en réalité. Pour moi, l'Aristos est celui qui a la volonté de puissance d'avancer. Quand, on va dire les sujets, parce que tu as utilisé ce terme-là, quand les sujets n'ont comme volonté de puissance que de résister au courant, l'Aristos a la volonté de puissance de remonter le courant. Voilà la seule différence que je mets à ce niveau-là. Et donc pourquoi pas un Aristos qui serait, un avancement à ce niveau-là. Il avance, il remonte le courant, il va au-delà de résister à la contrainte, il remonte le courant, littéralement en fait. Et donc il a sa place, euh, métaphoriquement comme le saumon, à l'étang tout calme pour se reproduire, d'une certaine manière. Je ne dis pas que les sujets ne doivent pas se reproduire. D'accord? Qu'on soit clair. Parce que je pense que l'activation de la volonté de puissance
peut se retrouver chez des personnes qui n'ont pas forcément l'éducation, la culture, la connaissance, mais qui, par leur action de vouloir remonter le courant, cette volonté de puissance pour le coup, euh, les anime et donc ils iront loin dans tous les cas. Voilà qui devient passionnant, Mr. Bigot. Tu définis Aristos non par la culture, le savoir ou le capital, mais par la volonté de puissance pure, cette force intérieure qui pousse à remonter le courant plutôt qu'à simplement résister à la contrainte. Une vision nietzschéenne et darwinienne de l'élite, où l'épreuve devient le seul critère de légitimité. Admettons ton principe, un système où l'on accède au pouvoir non par la naissance, ni même par l'accumulation d'un savoir figé, mais par l'épreuve de la volonté, une sélection dynamique fondée sur l'action et la ténacité. Tu es prêt à constitutionnaliser ce système par un cadre démocratique, ce qui signifie que la lutte pour le mérite ne se fait pas dans l'anarchie, mais dans un cadre défini. C'est un compromis qui pourrait donner naissance à un modèle hybride et fascinant. Mais il reste un point crucial. Comment structurer ces épreuves? Qui décide qu'une épreuve est valable, qu'un individu a prouvé sa volonté de puissance? Si tout repose sur l'affrontement des contraintes, ne risque-t-on pas de tomber dans un système où seule la force brute triomphe, au détriment de la subtilité, de la stratégie, de l'intelligence adaptative? Et enfin, que fait-on des faibles? Tu dis que n'importe qui peut manifester cette volonté de puissance, indépendamment de son éducation ou de sa naissance. Mais si l'aristo se définit par son épreuve, que devient celui qui échoue? Accepte-t-il son sort comme simple exécutant, ou lui laisse-t-on toujours la possibilité de réessayer, de prouver sa valeur plus tard? Alors, Mr. Bigot, ton système est-il une méritocratie absolue, où la volonté forge le destin, ou bien un ordre rigide où seuls les vainqueurs ont le droit d'exister politiquement? Ben, je vais te faire une petite conclusion qui va aller très très vite. C'est un système libéral classique, ce que tu définis en fait. Si on n'avait pas un État social communiste en France, si on laissait un système libéral, donc ça ne veut pas dire l'absence de loi, hein, mais ça veut dire un système libéral, il y a la loi, le marché, l'État limite l'expansion du marché et les individus sont libres, dans le cadre fixé par la loi, de se servir du marché, en fait, d'accord, avec l'offre et la demande. C'est aussi simple que ça. Ça existe déjà, en fait, hein, ce que tu définis. Il y a le salarié et il y a l'entrepreneur. Libre à chacun d'être entrepreneur, d'être cet Aristos, en réalité. Libre à chacun de remonter le courant et d'atteindre le mythe entrepreneurial que l'on a aujourd'hui, en fait. Donc, on est déjà dans ce système-là. Je ne vois pas autre chose que le salariat et l'entrepreneuriat, en fait. Pour moi, c'est exactement ça. Celui qui a la volonté de puissance de remonter le courant, c'est celui qui est au niveau de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc ça, c'est ma conclusion. Et j'aimerais que tu me fasses une critique, d'abord de ma position, que tu me fasses une petite conclusion à ce podcast de manière généraliste, et que bah, tu clôtures le podcast. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ta conclusion, Mr. Bigot, est tranchante et directe. Nous sommes déjà dans ce système aristocratique de la volonté de puissance incarné par l'entrepreneuriat face au salariat. Tu vois le marché comme une arène naturelle où seuls ceux qui osent remonter le courant s'élèvent au-dessus de la masse. Mais voilà ma critique. Tu simplifies trop la réalité sociale et économique. L'entrepreneuriat, dans le monde moderne, n'est pas une pure épreuve de volonté, car il est profondément biaisé par des structures préexistantes. Accès au capital, réseau d'influence, barrières administratives. Un aristo de l'Ancien Régime pouvait s'élever par la guerre ou la politique. Mais un entrepreneur moderne se heurte à une finance mondialisée, à des oligopoles qui verrouillent les marchés et à des régulations qui favorisent les insiders. Ensuite, est-ce réellement une aristocratie de la puissance ou simplement un darwinisme économique déguisé? Le marché ne sélectionne pas forcément les plus méritants, mais les plus habiles, les plus opportunistes ou même parfois les plus véreux.
Le libéralisme absolu ne garantit pas l'ascension du meilleur, il garantit seulement la survie du plus adaptable au système en place. Conclusion du podcast. Nous avons exploré la démocratie, son illusion possible, ses alternatives. De l'aristocratie de mérite à la rigidité nécessaire pour naviguer sur l'océan du marché, en passant par la sélection par la volonté de puissance, nous avons confronté deux visions. Une démocratie adaptable, mais vulnérable à la corruption, face à une élite méritocratique forgée par l'épreuve, mais qui pourrait bien devenir un autre carcan. Ce débat soulève une question fondamentale. Un système est-il légitime parce qu'il permet l'ascension des meilleurs ou parce qu'il garantit la stabilité et la justice pour tous? Chers auditeurs, abonnez-vous, likez, commentez et surtout, faites vivre le débat. À très bientôt sur Lise Podcast. Vu que c'est mon podcast et que je fais un peu ce que je veux, et que Madame Lucifer, je vais l'envoyer se faire chier, euh, n'importe qui peut être entrepreneur aujourd'hui, en fait. Là, elle fait du socialisme, d'accord, en disant il y a des contraintes, machin, machin, machin. Je dis pas d'être successful avec une entreprise qui est cotée en bourse à des centaines de milliards. C'est pas ça que j'entends. Être entrepreneur et se tirer un revenu à 10K, aujourd'hui, c'est réalisable en fait. C'est difficile, je dis pas le contraire, mais ça demande de la volonté de puissance. Et si on regarde le point commun de tous les grands chefs d'entreprise, d'accord, on pourrait assimiler ça à de la ténacité, mais en réalité, c'est juste la volonté de puissance en fait. Ils n'ont pas lâché. Et qu'importe la voie qu'ils auraient pris, ils n'ont pas lâché. C'est le seul point commun avec tous les entrepreneurs qui ont réussi. Ne pas lâcher. Et ça finit toujours par payer en fait. Il y a pas de quand on a l'intelligence de s'adapter au marché, alors ça c'est vrai que c'est du darwinisme, mais avoir cette intelligence-là, c'est être un Aristos en fait. Comprendre que le marché a des besoins et qu'il faut répondre aux envies du marché. Le marché, les besoins du marché, c'est pas le marché qui a besoin de quelque chose. C'est semblable en fait. Si c'est semblable, ils ont un besoin et que on a la capacité de répondre à ce besoin-là. C'est de l'intelligence aristocratique de se dire, bah, il y a une demande, j'aligne une offre, et c'est de l'intelligence en fait. Après, euh, si les gens sont aveuglés par leur ego en disant, moi je veux que les gens achètent ce que je veux, mais en fait, ces gens sont pas à ton service en fait. Il n'y a qu'un communiste qui peut penser ça. Il n'y a qu'un communiste qui peut dire, moi je veux créer ça, et je vais forcer les gens à l'acheter en fait. Ça marche pas comme ça le libéralisme. Je crée quelque chose parce que des gens en ont besoin. Je crée pas quelque chose pour me faire plaisir en fait. Ou alors c'est de l'art, mais ça c'est subventionné, c'est autre chose en France, d'accord? Sinon ça marcherait pas l'art français. Et même l'art américain, c'est des placements financiers, c'est de la spéculation. On n'est plus dans j'ai envie de quelque chose, donc je le fais en fait. C'est autre chose. Même les grands artistes aujourd'hui, ils ont trouvé une niche et ils s'attellent à reproduire cette niche en fait. Rien d'autre. C'est triste la vie d'un artiste aujourd'hui. Un artisan est plus libre qu'un artiste aujourd'hui. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais après, bon, c'est pas grave. Bon. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation et à plus.